Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Hélène, officiellement, bienvenue à What Moves You. Merci de me partager ton temps ce matin pour qu'on puisse avoir une belle conversation à propos de tout ça. Fait que, juste au début, j'aime pas ça faire les introductions pour les gens. Je trouve ça toujours plus intéressant d'entendre la personne s'introduire. Fait que pourrais-tu nous donner, vite fait, une petite introduction sur toi? T'es qui et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, ben merci de m'avoir invitée. D'abord, je suis très contente d'être ici avec toi pour cette belle journée. Donc, en fait, moi, je suis psychoéducatrice officiellement depuis 2017. Donc, j'ai gradué de l'Université Laval en 2017 de ma maîtrise, hein, parce que ça prend une maîtrise aussi pour porter le titre de psychoéducatrice. Qu'est-ce que je fais? J'ai fait plein de choses. Je pense qu'à la base, comme humaine, je suis vraiment une touche à tout, une personne très polyvalente et créative. C'est beaucoup comme ça que je me décrirais. Donc, en fait, au départ, lorsque j'ai gradué, j'ai été tout de suite engagée dans un milieu scolaire. Donc, c'était une école primaire secondaire, donc maternelle à secondaire 5. Très intéressant pour se former, justement, en début de carrière, parce qu'on voit de tout et on touche à tout, ce qui était dans mes centres d'intérêt. Puis, par la suite, là, je me suis dirigée plus après quelques années au secondaire avec les adolescents, qui était une clientèle que j'aimais beaucoup. Puis ensuite, ben, je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Ce qui change quand même la trajectoire de vie, il faut le dire. Et moi, j'ai été retirée à ce moment-là, là, dès le début de ma grossesse, donc ça m'a donné beaucoup de temps quand même pour réfléchir à qu'est-ce que je me voyais dans quelques années, qu'est-ce que j'aimais le plus faire, comment je pouvais occuper mon temps aussi à la maison, autrement qu'en allant au travail à tous les jours. Hein. Ça donne beaucoup de temps pour réfléchir, pour le meilleur et pour le pire, parfois. Mais, voilà, donc en fait, par la suite, j'ai eu l'opportunité de... j'ai été auxiliaire d'enseignement à l'Université Laval là, pendant mes études. J'ai été aussi auxiliaire de recherche. Puis là, ensuite, j'ai eu l'opportunité de devenir professionnelle de recherche à temps partiel là, pendant mon référendaire, mon congé de maternité. Ce que j'ai vraiment adoré parce que ça continuait de me former, finalement, de me stimuler intellectuellement là, sur plein de sujets qui m'intéressaient. Puis c'est ça. Puis là, ben, dans ce cadre-là, tu sais, j'ai rencontré des gens, puis j'ai ensuite eu la chance de coécrire un livre avec une professeure de médecine légale que j'avais rencontrée finalement en étant professeure de recherche. Un livre sur les compétences relationnelles en 3 sous-sections finalement qui abordaient la connaissance de soi, la gestion des émotions et l'écoute. Ça a été vraiment une expérience formidable pour de vrai, très, très formatrice. Euh, Vraiment intéressant aussi de coécrire avec quelqu'un, hein, parce que deux têtes, deux visions qu'on doit mettre en commun, puis où on doit s'entendre. J'imagine. Ouais, mais c'est ça, vraiment une belle expérience. Donc, ce livre-là, il est sorti récemment, là, en février. Puis ça s'appelle comment? Donc, ça s'appelle Guide pratique pour développer ses compétences relationnelles, pardon. Okay. C'est ça. Le sous-titre, c'est vraiment connaissance de soi, gestion des émotions et écoute. Très cool. Écoute, je savais même pas ça avant de commencer aujourd'hui. Fait que j'étais vraiment on the money avec mon affaire de livre qu'on va toucher plus tard. Puis, pour toi, premièrement, avant de juste continuer, parce que je sais que même moi, je pense pas savoir la réponse, peux-tu vite fait nous expliquer c'est quoi la différence entre une psychoéducatrice et mettons, un psychologue plus traditionnel? Oui, c'est vraiment une bonne question. Puis je te dirais qu'en général, là, les gens, ben, c'est normal aussi, là, quand c'est pas notre c'est normal de pas trop savoir les distinctions, puis ça peut être quand même difficile. Là. Mais j'aime toujours ça l'expliquer, en effet. Donc, en fait, c'est un peu, je peux faire un parallèle un peu avec le milieu de la santé déjà pour que les gens comprennent bien. Donc, la différence entre, par exemple, un psychoéducateur, un travailleur social, un psychologue, même un éducateur spécialisé, tu sais, ben, ça va être vraiment au niveau souvent de l'approche, hein, de la lunette clinique. Donc, on pourrait traiter, on va dire, on pourrait intervenir, c'est pas traiter, intervenir avec les mêmes personnes, si on veut, mais on aurait une approche, une lunette un peu différente. Un peu comme le parallèle que je voulais faire entre, disons, un chiro, un physio, un ostéopathe, qui peuvent traiter peut-être les mêmes problèmes de santé physique, mais avec des outils différents, une lunette différente. Donc, notre lunette, nous, en psychoéducation, c'est vraiment l'adaptation. Donc, on va vraiment évaluer et intervenir sur le fonctionnement adaptatif de la personne. On va beaucoup centrer nos interventions sur finalement savoir
Est-ce que cette personne-là qui est devant nous, avec toutes ses capacités, ses difficultés, ses défis, ses forces, ses intérêts, qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle a de la difficulté finalement à s'adapter à une situation X, tu sais, donc à un environnement X? OK. Est-ce que, tu sais, qu'est-ce qui bloque finalement au niveau de l'interaction, tu sais? Est-ce que le déséquilibre qui est offert, par exemple, en milieu scolaire à ce jeune-là est trop grand? Puis comment on peut réduire le déséquilibre pour que ça soit plus facile pour la personne de réussir, de s'adapter? Donc ça, c'est vraiment notre centration comme psychoéducateur, psychoéducatrice, l'adaptation, alors que, par exemple, un psychologue, sa centration, ça va être beaucoup le fonctionnement individuel de la personne. Ouais. Donc, OK. donc finalement, comment aider la personne à avoir une meilleure santé mentale, c'est ça, donc intervenir sur ses déficits un petit peu plus individuels. Alors que le OK. travailleur social, lui, ça va être beaucoup le fonctionnement social, justement. Donc, Ouais. par nature, parfois, va être plus amené à travailler avec la famille, les dynamiques familiales et tout ça. Mais là, ça, c'est des grandes généralités, là, parce Ouais, ouais, que, non, je comprends. ouais, Je comprends exactement. absolument. Puis c'est quoi qui t'a amené à la psycho-éducation? C'est quoi qui t'a accroché? Euh, des fois, dans la vie, hein, on se ramasse à un point sans exactement savoir comment on s'est rendu là ou Mhm. pourquoi. Tu sais, je savais que tu allais me poser cette question-là, puis j'y ai réfléchi un petit peu. On dirait que souvent dans ma vie, je suis un peu, c'est comme si les événements m'amenaient à un endroit. Finalement, ça fait bien pour moi. Tu sais, je dois dire, je suis pas nécessairement un exemple de quelqu'un qui s'était ultra informé avant de faire mes études Ouais. universitaires sur finalement pourquoi je devrais choisir la psychoéducation versus la psychologie ou le travail social. Donc, ça s'est un peu passé que je connaissais une psychoéducatrice, en fait, dans ma Mhm. famille. Puis, tu sais, elle avait l'air de vraiment aimer ce qu'elle faisait. Je me suis informée sur le programme et l'approche, puis ça me parlait vraiment beaucoup. Mais j'ai pas nécessairement fait une énorme comparaison, finalement, avec Ouais. les autres domaines où j'aurais pu étudier. Mais par chance, en fait, c'est une approche qui me colle vraiment à la peau, là. Donc, on dirait que je me verrais pas dans un autre... Dans d'autres choses, mais c'est fun. Puis je pose la question un peu tout le temps, mais sachant que, tu sais, on en parlait un peu avant de commencer, même chose pour moi, là, c'est pas quelque chose que j'ai étudié pendant longtemps, la santé, puis que je savais que je m'en allais là-dedans. Clairement, pour moi, c'est les événements de la vie qui m'ont amené dans cette direction-là. Puis je pense que c'est peut-être une bonne leçon de pas avoir de réponse trop précise dans le sens que souvent on essaye de se forcer dans nos petites boîtes au lieu de laisser la vie et nos intérêts et tout ça nous amener où qu'on devrait être. Fait que je te comprends absolument dans ce que tu me dis. Puis là, je voulais un peu rentrer dans, je pense que ce qui va être le gros de l'épisode aujourd'hui, puis c'est de parler de les émotions. Fait que je vais juste donner un petit contexte à comment je t'ai découvert, en fait. Puis c'est très facile, puis ça arrive pas mal comme ça de nos jours. Mais c'est à travers les réseaux sociaux. Puis en fait, j'ai vu tes petites publications à propos de justement les émotions, puis les questions ou peut-être comment plein de choses, plein de trucs au niveau des émotions, puis ça m'a vraiment parlé parce que c'est quelque chose que dans ma vie personnelle, je suis en train de travailler plutôt individuellement, pas vraiment avec un professionnel ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose que j'essaye d'apprendre plus, puis d'impliquer, implémenter. Anyway, dans ma propre vie, c'est peut-être un bon moment pour te donner un disclaimer que j'ai habité la majorité de ma vie au Texas, donc en anglais. Fait que je parle en français, mais des fois, je cherche mes mots. Fait que si ça sort en anglais, désolé. Fait que c'est ça. Fait que je voulais vraiment aujourd'hui donner un peu un crash course 101 dans les émotions. Puis c'est quoi les émotions? Pourquoi c'est aussi compliqué? C'est quoi les problèmes communs qu'on peut avoir avec les émotions? Bref, j'ai tout plein de questions. Fait qu'on va commencer avec, je pense, peut-être la plus simple. Pourquoi c'est important d'écouter ses émotions? Oh mon Dieu, hein? Puis là, je t'entendais comme lancer toutes tes questions sur les émotions, puis je me disais, mais ça, c'est un sujet, moi, dont je pourrais parler toute la vie. Comment on va Ouais. faire pour faire? Mais oui, donc pourquoi c'est important d'écouter nos émotions? Bon, en fait, je pense que de base, c'est ça, c'est que les émotions sont encore très mal comprises, hein? Dans le Mhm. sens où souvent, on se dit, ah, si seulement je pouvais ne plus avoir d'émotions, tu sais, ma vie serait tellement plus facile, ma vie irait tellement mieux, hein? Puis ça, c'est comme le Mhm. principal mythe, je pense, par rapport aux émotions dans notre société aussi à nous, parce qu'on met beaucoup d'emphase sur finalement le côté raison, le côté rationnel pour la Ouais. réussite et tout. Mais pourquoi c'est important d'écouter nos émotions très, très rapidement, en fait, très, très simplement, c'est que nos émotions sont tous des messagers.
finalement. Mhm. Elles ont tous un message à nous donner, hein. Puis, elles sont là finalement pour qu'on puisse mieux s'adapter, pour faire un lien avec la psychoéducation, là, puis retrouver un équilibre finalement dans une situation où on est peut-être en déséquilibre, où on vit des défis ou des difficultés. Mhm. Et chaque émotion, finalement, lorsqu'on les comprend mieux, ben, a un message spécifique pour nous. Donc, tu sais, la colère n'aura pas le même message que la peur ou la tristesse, par exemple. Mhm. Donc, de comprendre ça, de reconnaître ça, c'est tellement aidant parce que lorsque je vis une situation, justement, puis, par exemple, je me sens en colère, ben, en sachant qu'est-ce que la colère essaye de me dire, je peux tellement mieux l'accueillir, puis finalement dire, OK, ben, dans le fond, si je suis en colère en ce moment face à telle personne, c'est que j'ai l'impression de vivre une injustice, de vivre quelque chose, ça me convient pas. J'ai comme un besoin de changement dans cette Mhm. situation-là. J'ai besoin de mettre une limite. J'ai besoin de m'affirmer pour dire que non, ça passe pas pour moi, c'est pas bon pour moi. Donc, c'est ça. C'est un peu pour ça que les émotions sont importantes. Elles devraient nous permettre à nous mettre en mouvement dans une direction spécifique, finalement. Donc, Absolument. What Puis là, Moves You, c'est parfait. ben oui, c'est ça, j'allais dire, c'est pour ça que je souriais. Oui. Mais c'est parfait ce que tu me dis. Puis en fait, je te l'avais dit que ça allait arriver, j'allais partir dans une autre direction. Mais là, t'as parlé que chaque émotion a sa messagerie typique. Qu'est-ce que ça peut nous signaler? Fait que je sais que ça risque d'être un peu différent pour chaque situation, mais si tu avais à donner la messagerie pour chaque émotion. Fait que, mettons, la tristesse, la colère, tu sais, les grosses émotions, ça serait quoi les messages qui sont associés à chaque Mhm. émotion? Ouais, je vais y aller, c'est ça, je vais y aller très globalement. Ben, d'abord, mentionnons que, c'est ça, à travers la littérature, hein, les chercheurs qui étudient les émotions ne s'entendent pas tous sur Mhm. quelles sont les émotions de base, mais on va prendre la typologie de Paul Ekman, qui est quand même très reconnu, que lui, il mentionne 6 émotions de base. Donc, pourquoi ces 6-là? En fait, c'est qu'ils se sont rendus compte avec leurs études que c'est des émotions qui sont facilement reconnaissables aussi là, par finalement les expressions faciales, le Ouais. langage corporel, à travers tout le monde dans le monde, peu importe la culture, peu importe où on se trouve. Là. Donc, ces 6-là, finalement, c'est la joie, la tristesse, la colère, la surprise, le dégoût et la peur. Mhm. Donc, il pourrait en avoir d'autres, justement, selon les auteurs, selon les chercheurs, mais on va dire que celles-là, ce seraient les 6 principales, celles qu'on vit plus couramment. Puis, tu sais, à travers ces 6-là, ben, j'ai envie de dire que souvent, ce qu'on va vivre plus, hein, c'est joie, peur, colère, tristesse. Ouais. Le dégoût puis la surprise, c'est quand même un peu moins fréquent. Mais donc, là, tu sais, bon, on remarque déjà dans ces sites-là que la joie, c'est la seule qui est agréable à ressentir, mais Ouais. heureusement, on peut quand même la ressentir une bonne partie du temps. Donc, c'est pas comme un quart du temps versus les autres. Mais c'est ça, la joie, finalement, ce qu'elle vient nous dire, c'est continue de faire ce que tu fais, tu sais, t'es dans la bonne direction. Donc, si je reprends mon idée du mouvement, là, je fais un mouvement, j'ai une activité avec mes amis, j'ai du plaisir, je suis dans la joie, ben ma joie vient me dire go, on continue dans ce sens-là. Là, Mhm. tu sais, c'est positif pour toi, ça t'apporte beaucoup. Puis à part de ça, le besoin qui peut être caché dans la joie, beaucoup le partage, hein. Donc finalement, la joie qui va être amplifiée. Si on peut la Mhm. partager, si on peut la vivre avec d'autres personnes. Généralement, on va se sentir plus joyeuse, accompagnée que Ouais. seule, tu sais. Puis c'est aussi parce que l'humain est un être très relationnel. Créé pour ça, ouais. 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 Donc, rapidement, ce serait ça pour la joie. La colère, un peu comme je disais tout à l'heure, ben, la colère nous informe qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas comme on le souhaitait. Hein, donc, on devrait finalement aller vers un mouvement de changement. Comment on fait pour faire du changement? Souvent, ça va passer par l'expression de soi, l'affirmation de soi. De dire justement, bon, je suis en colère contre un collègue au travail parce que je me suis sentie non respectée, par exemple. Ben, je devrais dire, hey, ce que tu as fait l'autre fois, tu sais, pour moi, c'est pas acceptable, j'ai vraiment pas aimé ça. Plus me Mhm. retrouver dans cette situation-là, par exemple. Euh, la tristesse, souvent, va être en lien avec un besoin, des fois, d'acceptation d'une situation. Mhm. Donc, une situation que j'arrive pas à changer. C'est beaucoup relié à différents types de deuil, hein, la tristesse. Donc, finalement, on pense pas nécessairement, pas seulement au deuil d'une personne, mais aussi, justement, le deuil d'une situation. Donc, j'étais dans une situation de vie plaisante, j'ai perdu une capacité physique, peu importe, tu Ouais. sais, j'ai eu une maladie, bon, peu importe. Donc, je dois accepter ça et dans le fond, nos larmes viennent vraiment aider à cette acceptation-là, à cette adaptation-là. Mhm.
Puis d'autres besoins qui peuvent être un peu cachés derrière ça, c'est beaucoup de soutien relationnel aussi. Hein. Donc, on va plus facilement vivre notre tristesse. Puis, on peut pleurer dans les bras de quelqu'un, qu'on peut se sentir Ouais. soutenu, accompagné. Puis là, ça m'amène à la peur. Ben, la peur, hein, qui finalement vient nous dire attention, danger. Donc, qui Mhm. est vraiment relié à un besoin de sécurité. Comment je peux me protéger dans cette situation-là? Comment je peux augmenter mon sentiment de Mhm. sécurité? Ah, puis je trouve ça super utile ce que tu me dis parce que je me mets dans les souliers de quelqu'un qui a l'habitude, mettons, de repousser ses émotions, OK? De soit pas savoir mettre le mot sur c'est quoi l'émotion ou de ne pas les ressentir, de les pousser parce qu'elles sont pas Mhm. plaisantes à ressentir. Puis dans ma tête, d'avoir un peu un guide de OK, mais si je me sens comme ça, peut-être que ça essaie de me dire ça. Je pense que ça peut être vraiment utile à commencer justement à prendre les premiers pas envers ressentir ses émotions, puis pas tout le temps les repousser. Puis je voulais aussi faire un point sur la peur. On entend souvent de... Puis je pense que je le vis dans ma vie aussi, fait que je suis curieuse. Là, on a parlé de peur de manière... de te protéger, un besoin de sécurité, de faire attention, danger. Mhm. Mais en même temps, dans ma vie personnelle, il y a eu des moments, oui, que j'avais peur parce qu'il y avait un danger, mais il y a aussi eu des moments où que j'ai eu peur, mais que c'était dans la bonne... C'était indicatif pour moi que j'étais à veille de me dépasser, que je m'en allais dans un territoire que je connaissais pas, mais que si j'avais peur, que c'était peut-être finalement la bonne affaire à faire parce que ça me sortait de ma zone de confort. Fait que c'est très Mhm. pointu comme question, mais est-ce qu'il y a quelque chose, il y a des trucs, des signes qu'on peut peut-être essayer d'aller repérer pour nous indiquer finalement, est-ce que j'ai peur parce que je sors de ma zone de confort puis que je devrais peut-être continuer parce que ça veut dire que je vais grandir versus peur, je devrais l'écouter parce que c'est dangereux. Là, évidemment, il y a des exemples vraiment super, genre, obvious de ça, là, tu sais, tu t'en vas dans une rue avec des personnes bizarres, ok, mais là, je parle pas de ça, là. Je parle plus de situations de vie, de changement, de nouveaux projets, etc. Mhm. Ouais, ben c'est qu'en fait, c'est ça, puis il y a beaucoup de termes là-dedans, il y a beaucoup de nuances, dans le sens que qu'est-ce qui est de la peur, qu'est-ce qui est du stress, qu'est-ce qui est de l'anxiété, c'est quand Mhm. même trois choses vraiment différentes. Puis, tu sais, quand on parle de peur, puis de toutes les émotions de base, c'est qu'en fait, c'est des réactions vraiment automatiques, spontanées, brèves, tu sais, ça apparaît en dedans de quelques secondes, puis finalement, ça va se manifester dans notre corps, puis on peut rien y faire, là. Donc, on peut pas empêcher la peur d'apparaître, par Mhm. exemple. On va avoir éventuellement, tu sais, avec du travail, peut-être plus de contrôle sur de l'anxiété, tu sais, qui est justement plus reliée à nos pensées. Tu sais. Donc, on va dire traditionnellement, quand on pense à une situation qui amène de la peur, ben c'est vraiment justement, je rencontre un homme armé dans la rue, tu sais, je veux dire, Ouais. je vois son fusil, j'ai peur, tu sais. Ça s'enclenche très rapidement, puis c'est justement pour m'amener une réaction de combat, fuite ou gel. Mhm. Donc, tu sais, peut-être dans ta situation, je sais pas à quel point c'était vraiment de la peur ou plutôt du stress ou plutôt de Mhm. l'anxiété. Ouais. Mais fait que c'est dur un peu de répondre. Qu'est-ce qui fait que finalement notre peur devrait nous amener à parce que c'est un peu comme si dans ta question, ben qu'est-ce qui fait que notre peur devrait nous amener un peu à combattre, à y aller quand même, tu sais, Mhm. finalement, ou peut-être à fuir puis à dire non, c'est pas pour moi. Tu sais. Ouais, Ben peut-être c'est que c'est ça la réponse, c'est qu'il faut être capable de creuser puis faire la distinction entre la peur, l'anxiété et le stress. Ça, c'est peut-être une nuance que j'avais pas réfléchi. Mais c'est bon à savoir quand même. Puis là, on a parlé justement là, des messageries pour ces émotions-là. Puis j'ai aussi parlé qu'il y a beaucoup de personnes justement qui ont de la misère à vraiment ressentir les émotions, de les identifier des fois, de comprendre comment ils se sentent dans une situation. Pour quelqu'un qui se retrouve justement qu'ils ont peut-être pas l'habitude de parler de leurs émotions ou de se donner la permission de les ressentir. Est-ce que tu as des conseils, des choses que dans ton parcours, tu sais, que tu as appris qui pourraient aider ces personnes-là? Mhm. Ben oui, puis en fait, parfois, ça commence par mieux comprendre c'est quoi un processus émotionnel. Puis justement, j'avais Mhm. fait une éducation là-dessus parce que je trouve ça tellement important. Puis souvent, on est dans une société où on voudrait être capable tout de suite, justement, de mettre des mots, hein, puis d'exprimer clairement qu'est-ce qu'on vit, tu sais.
Mais ça, c'est difficile. Dans le fond, ça se trouve à être la dernière étape, tu sais, sur quatre, Ouais. d'exprimer nos émotions. La première étant ressentir, comme tu as dit. Donc, tu sais, c'est vraiment, on doit commencer par ressentir, ensuite être capable d'identifier donc, qu'est-ce que je vis, là, une fois que j'ai ressenti mes symptômes physiques. Ensuite, accepter pour ensuite mieux exprimer. Mais si on y va avec la base, comment on s'autorise à ressentir? Ben, je pense que c'est beaucoup. Donc, quand on parle de ressentir, c'est que justement nos émotions de base vont venir avec des symptômes physiques, c'est des Mhm. réactions physiologiques. Donc, c'est de prendre un temps, ultimement, pour sentir dans notre corps qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens en ce moment dans cette situation-là. Donc, moi, par exemple, je sais pas si je suis dans une situation conflictuelle avec quelqu'un, puis je sais pas encore qu'est-ce que je vis, mais ça me fait vivre un malaise, tu sais. Ben, Mhm. il est où mon malaise dans mon corps, mettons? Mon malaise dans mon corps, il est-tu ici? Tu sais, c'est-tu comme une compression dans mon thorax? C'est-tu une boule dans le ventre? C'est-tu chaud? C'est-tu froid? C'est de quelle Ouais. couleur je l'imageais, tu sais? Donc, vraiment, d'apprendre à prendre ce temps-là pour juste, bon, mais qu'est-ce que ça me fait en ce moment dans son corps? Peut-être que je sais vraiment pas, justement, c'est quoi encore. Puis moi, je suis juste au niveau de, je me sens mal, tu sais. OK, je me Mhm. sens mal, c'est correct, on va commencer de là, tu sais. Il y a beaucoup de gens, même comme adultes, on est là-dedans. C'est soit bien Ouais. ou mal. Puis on n'est pas Ouais. capable de mettre du mot. Bon, ben, c'est quoi mal en ce moment, dans le fond? Tu sais. Puis là, ben, tous les mouvements de pleine conscience, de méditation, de yoga peuvent quand même vraiment venir aider là-dedans, finalement, parce que ça nous recentre dans l'ici et maintenant, dans le moment Mhm. présent, dans nos sensations corporelles. Puis c'est aussi, je pense, pour ça où plusieurs personnes peuvent trouver ça très challengeant, le yoga, même si ça a l'air facile, parce que ça nous oblige Ouais. à revenir à nous, revenir dans le moment. Puis c'est quand même je pense, un apprentissage très pertinent qui peut être très important. Absolument. Puis là, Mhm. je te coupe un peu dans ton processus émotionnel parce que je veux le finir au complet. Là. Je suis super curieuse de l'entendre au complet. Mais pour quelqu'un pour qui la méditation, le yoga, c'est pas vraiment leur truc, est-ce qu'il y a d'autres méthodes que les gens peuvent utiliser pour se mettre dans un état de pleine conscience comme tu viens de décrire? Mhm. Ben oui, puis quand c'est ça encore là, je pense que souvent on comprend pas bien nécessairement ce que c'est la pleine conscience. Parce que la Mhm. pleine conscience, justement, ça passe pas juste par le yoga, là, tu sais, ou s'en aller au studio, là. Donc, je peux être en pleine conscience pendant que je prends une marche dans la rue parce que je suis vraiment centrée sur le moment présent. Je suis pas en train de scroller sur mon téléphone, tu sais, je suis pas Ouais. en train de faire autre chose. Puis là, en mode un peu observation de ce qui se passe à l'extérieur de moi, de ce qui se passe en moi. Donc, la pleine conscience, je pense ça part vraiment de là, en fait, un état Mhm. d'observation du présent. Donc, on peut faire ça de vraiment différentes manières, là. Tu sais, si moi, je suis une personne artistique, ben, je peux faire de la pleine conscience, finalement, en venant faire une toile, là, puis Ouais. en arrêtant de penser un peu, en arrêtant d'être dans le mental, puis juste en laissant aller ce qui est là. Ouais. Je pense qu'à la limite, tu peux faire de la pleine conscience en jouant au basket, là, tu comprends? Ouais, C'est ouais, comme, non, je comprends. c'est ça, tu peux vraiment, c'est ça, tant que t'es dans l'état d'essayer d'être dans le moment présent et de ressentir. Ouais, je trouve Mm. ça drôle parce qu'en fait, tu sais, ça me fait penser tout ça à une activité ou quelque chose qui va te sortir de ta tête. Mais qu'est-ce qui est un peu paradoxe de Mhm. tout ça, c'est que tu te sors de ta tête, mais finalement, c'est du travail dans ta tête pareil, dans le sens que tu te sors pour être capable de revenir. Fait que c'est un peu drôle. Mais, OK, Mhm. je continue. Là, je vais m'en aller ailleurs. Fait que je vais revenir à mon processus d'émotion. Fait que là, on a parlé de ressentir. Ça, des fois, ça peut venir dans les activités de pleine conscience. C'est quoi les prochaines étapes qui suivent? Ouais, donc c'est ça. Donc ressentir pour mieux identifier. Donc finalement, une fois que j'ai senti mes sensations qui sont inconfortables, bon ben, si c'est une boule dans le ventre, ben pour moi justement, maintenant, je sais que si je ressens une boule dans le ventre, généralement c'est relié à une peur, à un stress, à une Mhm. anxiété. Je connais assez maintenant pour savoir que ce symptôme-là est relié généralement à cette émotion-là. Donc là, d'être capable, puis c'est ça, identifier, donc c'est pour soi-même, là. C'est pas encore le communiquer clairement à quelqu'un d'autre, là, Ouais. mais juste d'être capable de savoir, là, de déterminer, ben, est-ce que finalement je suis en colère dans cette situation-là, je suis triste, je suis surprise, je suis heureuse, peu importe. Puis c'est ça, je pense que, tu sais, allons, commençons avec les émotions de base, finalement, là, vraiment. Là. Ouais. Commençons par juste ressentir quand je suis, c'est donc, au-delà de bien et mal, juste, est-ce que c'est de la joie, de la colère, de la tristesse, de la peur, de la surprise, c'est bon, c'est Mhm. déjà une bonne base. Puis en fait, juste parenthèse là-dessus, moi j'adore les travaux de Brené Brown, là, on en parlera peut-être tantôt, mais elle vient vraiment
détaillé là, les 87 principales expériences émotionnelles qu'on vit dans un de ses livres. Puis une des choses qui m'a marqué de ma lecture, c'est que dans ces études, ce qui est ressorti, c'est que la moyenne des gens aux États-Unis ne sont capables d'identifier que 3 émotions de base. Donc, Wow. mad, sad, happy, finalement. Wow. Là. Que la joie, la colère, la tristesse. Ça montre qu'on a quand même vraiment beaucoup de chemin à faire Travail à aussi comme faire, ouais. société, là, tu sais. Donc, si on trouve ça dur comme personne, c'est normal aussi, tu sais. Faut pas se Mhm. culpabiliser, dire, ah, ben, je suis dormais pas bon. Je Non, pense qu'on a absolument. beaucoup de manque dans notre éducation, tu sais, face aux émotions. Non, On leur absolument. accorde pas la place qu'on devrait leur accorder. Définitivement. Absolument. Puis ça fait partie un peu des questions que j'avais pour toi aujourd'hui parce que je sais que ça soit avec un ami ou un collègue de travail, un partenaire de vie, tout ça, il y a définitivement une différence entre je sais pas c'est quoi le bon mot, là, la régulation des émotions entre les hommes et les femmes, comment qu'on le ressent, notre facilité peut-être à être à l'écoute de soi ou de verbaliser ou partager ces émotions-là. Fait que j'étais curieuse de savoir si dans ta pratique, dans tes études, tout ça, t'as appris là-dessus. Puis premièrement, c'est quoi les grosses différences, s'il y en a, puis en tant que, tu sais, de partenaire ou d'amis, comment qu'on peut s'entraider pour mieux communiquer ces choses-là, sachant peut-être les différences que l'autre a. Je sais pas si c'est clair comment j'explique ça, là. Mhm, mhm. Ben oui, je comprends bien, puis en même temps, c'est ça, je me dis, c'est tellement complexe, ça, comme question, tu sais, puis là, je vais mettre une limite, là, dans le sens que je suis pas, tu sais, moi, j'ai pas fait d'études là-dessus, fait Mhm. que c'est vraiment basé plus sur des observations, puis des Ouais. lectures, mais c'est ça. Tu sais, puis encore là, je pense que c'est des généralisations, là, quand on Oui, parle oui. finalement de comment on va exprimer ça, puis vivre ça entre hommes et femmes, disons, là. Mais je pense que ce qui est sûr, c'est que encore fréquemment, on n'est pas socialisé de la même manière en tant Mhm. qu'homme et en tant que femme. Puis ça, ben, ça va laisser des impacts, inévitablement, là. Notre Ouais. socialisation, elle a un gros impact sur qui on devient, là. Je pense que c'est ça. Fait que, donc, si j'y vais vraiment sur des gros standards, ouais, c'est ça, des généralisations, la tristesse est comme mieux acceptée chez les filles, hein. C'est Mhm. mieux accepté de pleurer, de se montrer vulnérable de cette manière-là alors que la colère est mieux acceptée chez les hommes, encore Mhm. dans notre société. Tu sais. Donc, ça va faire en sorte que, justement, parfois dans des dynamiques relationnelles, ben, on va se retrouver en couple avec, justement, une situation qui nous fait vivre chacun des choses, tu sais, mais donc le gars va avoir plus tendance à réagir de manière tannée, irritée, frustrée, voire franchement en colère, puis la fille peut-être plus tendance à, justement, aller pleurer, tu sais, puis Ouais. prendre du temps pour elle, puis appeler son amie, tu sais, Mhm. pour ventiler, là. Mais c'est ça. Donc, je ne sais pas, tu sais, s'il y a des études là-dessus par rapport à est-ce que ça, c'est vraiment des tendances innées, disons, là, qui sont juste renforcées par la socialisation ou c'est vraiment quelque chose qu'on acquiert, là. Donc, je Mhm. serais intéressée à savoir ça, mais tu sais, en tout cas, c'est clairement quelque chose qui est renforcé, là, puis qui fait partie d'un double standard, finalement, là, Ouais. qu'on applique, là. Donc, c'est correct pour un gars d'être fâché, d'être frustré, de le démontrer clairement. Tu sais, on voit ça à la limite comme un signe de force, puis d'affirmation de soi, puis chez les Mhm. hommes, c'est plus correct, tu sais, alors qu'une fille, mettons, dans une rencontre d'équipe, qui se fâcherait ouvertement à son travail, ça serait différent, là. On verrait pas ça de la même manière. Ouais. Non, je comprends absolument ce que tu me dis, puis c'est sûr qu'il y a peut-être pas de réponse miracle, mais mettons dans un contexte où que t'es en couple, ok, puis vous voyez pas de la même façon sur une certaine situation, puis là il y a pas d'émotion tout ça, puis je vais donner un exemple vraiment général là, mais mettons que ton partenaire, qui est un homme, a de la misère à verbaliser qu'est-ce qu'il ressent, OK? Parce que ça aussi, je Mhm. pense que c'est une généralisation qu'on fait beaucoup, que les hommes ont tendance à peut-être avoir plus de difficultés à ressentir et exprimer leurs émotions. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour aider? Puis là, je fais un peu l'exemple avec homme, mais finalement, la question est un peu plus grosse que ça. Qu'est-ce que je peux faire en tant qu'amie, en tant que blonde, en tant que peu importe, pour aider quelqu'un à bien, peut-être pas bien ressentir, mais leur donner l'espace de les ressentir, puis après ça, les aider à les communiquer, finalement, les émotions qu'ils Mhm. vivent. Mhm. Mhm.
Donc, je pense que ça passe beaucoup par l'écoute de l'autre à ce moment-là. Mhm. Tu sais, l'écoute qui est super importante dans nos relations, tant l'écoute de soi que de l'autre, justement. Mais disons que je suis dans une situation conflictuelle ou difficile avec quelqu'un, peu importe, tu sais, finalement, le genre. Ben, juste de venir dire, hey, tu sais, je sens qu'en ce moment, ce que je viens de te dire, ça t'a dérangé, hein, tu sais, puis Mhm. peut-être que justement, la personne, elle ne sait pas encore qu'est-ce qu'elle a vécu, puis moi, j'ai pas non plus identifié, mettons, c'est quelle Mhm. émotion. Mais vraiment de faire un reflet de ce que je sens qui s'est passé émotionnellement, finalement, avec la personne en face de moi. Ça peut être très aidant, puis ça, c'est une technique qui est couramment utilisée en relation d'aide, là, justement. Donc, de venir être suffisamment observatrice pour Mhm. dire, tu sais, là, on jasait, tout allait bien, tu sais, c'est bon, on était calme. Puis là, tout d'un coup, je t'ai dit ça, puis j'ai senti, tu sais, un mouvement de recul. Des fois, on peut juste refléter, finalement, dans la posture, peut-être, de la personne, dans le ton, dans le non-verbal, tu sais, la différence qu'on a perçue. Mhm. Puis, tu sais, venir poser une question par rapport à ça, là, tu sais, est-ce que ça se peut qu'il y ait quelque chose que j'ai dit qui t'a dérangé, tu sais, ou qu'est-ce que ça Mhm. t'a fait vivre, ce que je viens de te dire, tu sais. Donc, de vraiment venir ouvrir la discussion là-dessus, tu sais, émotionnellement. Là, peut-être que la personne à ce moment-là, elle se dirait, hey, tu sais, je m'en suis même pas aperçue, mais c'est vrai que dans le fond, je suis vraiment irritée, là, tu sais, Mhm. de qu'est-ce qui vient de se passer, là. Puis là, ben, ça, de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on en arrive à un petit peu plus, peut-être être à l'écoute de soi, là. Justement, quand d'autres personnes nous ouvrent ces portes-là, puis qu'on se sent, donc, accueilli aussi un peu inconditionnellement, là, dans ce qu'on vit, là. On tous, finalement, des choses, là, dans nos interactions, puis d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute, qui est disponible, ben, ça peut être vraiment aidant pour mieux se comprendre soi-même. Je sais Absolument, pas je si suis ça complètement répond. d'accord. Ouais. Non, non, je suis complètement d'accord. Puis je pense que même moi, dans ma vie personnelle, il y a beaucoup de cheminements que j'ai été capable de faire individuellement grâce aux conversations que j'ai pu avoir avec mon partenaire, mettons, qui a toujours été très accueillant de tout plein de choses et de me laisser, tu sais, juste un peu faire le thought process qui serait dans ma tête, mais de vive voix avec une autre perspective. Des fois, ça l'aide beaucoup. Puis après ça te donne peut-être les outils puis l'espace pour être capable de te le faire, de le faire pour toi-même plus tard. Euh, fait que je trouve ça super, super helpful. Puis on a parlé un peu de. Ben, tu as mentionné que tu penses que dans la société d'aujourd'hui, on a beaucoup de chemin à faire en ce qui concerne l'apprentissage autour des émotions, de la communication, tout ça. Euh, ça serait quoi ces points-là pour toi? Puis ça serait quoi peut-être tes suggestions pour comment on peut commencer à faire partie de ce changement-là, ce mouvement-là dans notre petite vie quotidienne? Tellement de bonnes questions. Ben, c'est ça. Je pense que de base, il faut prendre conscience de l'importance de nos émotions, ce qui était ta Mhm. première question. Donc, comprendre qu'elles ont tout un message. Elles ne sont pas négatives en soi, hein. Souvent, on va voir Mhm. nos émotions comme positives ou négatives. Non, en fait, tu sais, il y en a qui sont agréables à ressentir, d'autres désagréables, mais elles ne sont pas moins importantes pour autant. Euh, puis tu sais, c'est que dans le fond, ça, je pense qu'il y a différentes sphères. Finalement, à travailler, je pense que quand bon, souvent nos familles, justement, ben, quand on devient parent, on n'a pas nécessairement eu nous-mêmes cette éducation-là, hein, de nos Mhm. parents. Donc, on peut être soi-même plus ou moins inconfortable à accueillir les grandes émotions de nos tout petits, hein, parce que bon, quand on a entre 0 et 5 ans, ça va être très pur, très intense. Donc, ça peut être Ouais. très dérangeant comme parent. Donc, à ce moment-là, je pense qu'il faut réaliser que si les émotions de nos enfants nous dérangent, c'est qu'on a peut-être quelque chose à travailler nous-mêmes par rapport à notre Ouais. vision des émotions. Définitivement. Puis on peut, tu sais, on sait qu'il y a beaucoup, des fois, de patterns qui se transmettent de génération en génération, là. Donc, Mhm. si j'ai pas été accueillie moi-même dans mes émotions, les chances sont que j'ai peut-être plus de difficultés à, tu sais, accueillir mon Mhm. enfant. Mais on peut briser Absolument. avec ça. Donc, en conscientisant l'importance, puis justement, là, en cheminant là-dessus. Mais je pense aussi que l'école aurait un grand rôle par rapport à ça. Puis que notre école, malheureusement, en ce moment, ben, c'est pas qu'il y a aucune initiative par rapport au développement émotionnel, disons, mais ça revient dans les mains d'individus, tu sais, Mm. par exemple, de psychoéducateurs ou d'éducateurs spécialisés ou d'organismes externes qui viennent donner des conférences. C'est pas Mhm. dans le cadre d'un programme, comme Non. le seraient les cours de maths, ou même Mhm. maintenant les cours d'éducation à la sexualité. Moi, je prônerais tellement un programme d'éducation aux émotions. Tu sais, je sais pas comment on l'appellerait, là, mais c'est tellement Mm. important. Tu sais, si on veut devenir des bons citoyens, des personnes épanouies qui vont contribuer positivement à la société, ben, c'est primordial, finalement, de Ouais. apprendre à mieux aimer nos émotions, finalement, puis mieux se laisser guider par elles. Non, absolument. Mm.
Puis là, t'as parlé aussi, on a parlé un peu dans le début du podcast à propos de le livre que t'as coécrit. Puis moi, je suis quelqu'un qui, comme j'ai mentionné avant qu'on commence, pour moi, c'est vraiment une passion, tout ça. Puis j'apprends beaucoup à travers les lectures que je fais, les podcasts que j'écoute, tout ça. J'ai pas de training, d'éducation professionnelle là-dessus. Mais je trouve que les livres qu'on peut lire, pour moi, dans ma vie, surtout les livres, mettons, de développement personnel, tout ça, ça m'a beaucoup aidé dans ce cheminement-là de réapprendre à connecter avec mes émotions, mon corps, ma santé mentale, ma santé physique, tout ça. Fait que je suis toujours curieuse de savoir les recommandations que tu as pour les gens, quelqu'un qui a écouté aujourd'hui, qui est super intéressé, qui maintenant aimerait aller continuer avec une lecture. Ça serait quoi à part évidemment ton propre livre, ça serait quoi les recommandations que tu aurais pour les gens en termes de lecture ou de podcast ou autre? Ouais, ils pourraient en avoir tout plein, là. Mais comme j'ai mentionné brièvement aussi, moi j'adore les écrits de Brené Brown, qui est vraiment Mm-hmm. finalement une chercheure dans le domaine des émotions. Donc notamment son livre Atlas of the Heart, comme je disais, qui vient vraiment là, chapitre par chapitre, finalement, détailler chacune de nos expériences émotionnelles, tant émotions que sentiments, et voir Mm-hmm. ben quels sont leurs messages, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire, quel est le mouvement qu'on devrait faire lorsqu'on ressent cette émotion-là, puis toutes les distinguer avec les sentiments similaires, des choses comme ça. Moi, ça m'a tellement parlé, je me suis dit que j'aurais dû lire ça à 15 ans. Ça a vraiment été comme un game changer pour moi, là. C'est OK. écrit aussi The Gift of Imperfection, qui est très connu de Brené Brown. Je sais pas si en français c'est le cadeau de l'imperfection, peut-être, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est peut-être pas une traduction littéraire. Euh, mais ça, c'est sûr, c'est quand même, tu sais, c'est des écrits de vulgarisation scientifique, mais très intéressants avec beaucoup d'exemples et tout ça. Dans le plus léger, des fois, je pense que un que beaucoup de gens ont lu, puis que je trouve, ont lu, pardon, que je trouve très intéressant là, pour commencer une réflexion puis par rapport à soi-même, puis ce qu'on vit, ce qu'on ressent. C'est les quatre accords Toltec, t'en as peut-être entendu Non, parler. j'ai jamais entendu Non? parler de Ok, ça. ok. Moi, celui-là, je l'ai beaucoup aimé aussi. Je pense que je l'ai lu avant de faire mes études en psychoéducation. Wow, C'est OK. comme quatre grandes, c'est ça, ils appellent ça des accords, là, mais quatre orientations, finalement, qu'on devrait peut-être développer dans nos vies, puis qui nous permettraient de mieux se sentir, d'avoir un meilleur équilibre et tout ça. Notamment, celui que j'ai retenu le plus, c'est ne rien prendre personnel. C'est qui est une OK. chose, un mantra que j'essaie vraiment d'avoir dans ma vie. Donc, de Mhm. savoir puis de reconnaître que les réactions des autres, par exemple, dans une interaction, parlent beaucoup plus d'eux-mêmes que de moi. Donc, vraiment, dans Absolument. ce sens-là, ne pas le Absolument. prendre personnel, là. C'est pas de dire je devrais jamais me remettre en question non plus, là. Ouais. Dans le sens où, c'est ça, si j'ai un conflit, il y a peut-être une partie qui m'appartient aussi, puis j'ai peut-être une responsabilité à prendre. Mais Mhm. donc, puis c'est vraiment il y a un bon lien à faire avec les émotions, là, parce qu'on n'est pas responsable des émotions des autres, dans le fond. Non. C'est une chose vraiment importante à savoir, là. Donc, je Non, peux absolument. déclencher ton émotion, par exemple, mais je n'en suis pas responsable. Absolument. Puis je sais que moi, dans ma vie, d'apprendre ça, mais de le voir en action, puis mettons que quelqu'un dans ma vie trigger une réaction chez moi, ben d'après ça, d'être allé comprendre, bon, ben, c'est quoi dans son comportement qui m'a fait ressentir ça, puis j'ai découvert plein de belles choses à travers ça. Fait que pour les gens qui écoutent, qui sont intéressés, c'est définitivement, c'est pas nécessairement un travail facile, puis ça n'a même pas besoin de vraiment être quelque chose qui prend énormément de temps non plus, mais de juste peut-être prendre conscience de ces petits moments-là quand tu ressens quelque chose puis tu sais pas pourquoi. Euh, pour moi, ça l'a vraiment mis plein de choses en perspective. Euh, Mhm. Mhm. fait que c'est vraiment super. Puis j'ai comme deux petites questions finales pour toi que je pose souvent à la fin de mes épisodes. Fait que premièrement, comme je t'ai dit au tout départ, le podcast tourne vraiment autour de la santé holistique. Donc vraiment la santé mentale aussi. Puis je suis toujours curieuse de savoir c'est quoi les choses que tu fais dans ton quotidien pour prendre soin de ta santé mentale. C'est une grosse question.
M'entends-tu? Oui. OK. Ça a figé. Ouais, c'est ça. Puis là, je parlais tout ça un peu, puis à un moment donné, j'ai vu que ça déconnectait. Il y a pas Je de me- trouble, fait que c'est pas grave, je vais juste reposer ma question. Fait que les choses que tu fais dans ton quotidien pour prendre soin de ta santé mentale. Oui, donc c'est ça. Je disais en fait que ça part par l'écoute de moi, je pense. Donc, tu sais, ce que je vais avoir besoin d'une journée à l'autre peut vraiment varier Mhm. déjà. Donc, c'est vraiment d'écouter mes ressentis. Tu sais, tout le processus émotionnel pour moi est super important, là, dans le fond. Donc, si par exemple, dans mon quotidien, je suis frustrée, moi je suis maman aussi, j'ai deux jeunes enfants, donc et parfois, hein, ça peut nous faire vivre des frustrations, des gros Mhm. défis. Donc, de m'autoriser à aller prendre du temps pour moi, à aller prendre soin de moi, à sortir de mon contexte familial, tu sais. Puis justement, ben, d'une journée à l'autre, prendre soin de moi, ça peut être très différent, là. Ouais. Donc, moi, je suis quelqu'un quand même de très sportive, là, donc je prends soin aussi de mon corps, j'essaie de bouger Mhm. en masse. Souvent, quand je vis des frustrations, je sais que c'est quelque chose qui va me T'aider. faire vraiment beaucoup de bien. Mais parfois, c'est pas d'aller courir ou d'aller nager que j'ai besoin. Tu sais. Parfois, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin d'un moment calme, de me recentrer sur moi, d'écrire peut-être par rapport à ce que je vis. Mhm. Donc, en fait, j'ai vraiment, je pense, développé mes moyens. Hein. En psychoéducation, souvent, je parle de stratégie d'adaptation, en fait. Hein. Donc, lorsqu'on vit des choses difficiles, c'est important d'avoir un registre, un large éventail de stratégies d'adaptation. C'est pas seulement en avoir une, parce que si j'en ai juste une, ben, ça se peut qu'elle soit pas disponible, finalement, dans le Mhm. moment. Donc, si, par exemple, moi, ma stratégie principale, c'est d'appeler une amie pour ventiler, je fais, mais il faut que si à un moment donné, je vis une difficulté, que ça va pas du tout, fait que je puisse aussi faire autre chose parce que mon ami sera peut-être pas disponible, tu sais, pour Ouais. m'écouter au téléphone. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment de base d'identifier ça. Quelles sont mes stratégies d'adaptation qui me font du bien et aussi faire la réflexion par rapport à dans quel contexte telle ou telle stratégie va venir véritablement m'aider et dans quel autre contexte la même stratégie pourrait être négative. Absolument. Absolument. Puis ça, pour quelqu'un qui est à la maison, qui est assis, qui se dit, ah, guys, je sais pas c'est quoi mes stratégies, je sais pas qu'est-ce qui fonctionne. C'est quand même un long processus, là. C'est correct de pas le savoir, puis c'est sûr qu'il va y avoir des périodes où que ça va être essai-erreur, puis il y a des stratégies que pour un moment vont fonctionner, puis pas pour un autre. Fait que ça prend un peu de patience là-dedans. Euh, mais pour ceux qui ont vraiment aucune idée où commencer, là, on a parlé de l'exercice, on a parlé de yoga, méditation, activité où que tu connectes avec les gens, que ce soit une marche, un téléphone. Y a-tu d'autres choses que tu vois souvent dans ta pratique qui pourraient être utiles pour les gens à la maison? En fait, j'ai vraiment envie en ce moment de parler d'outils. Hein? Donc, Mhm. je trouve qu'évidemment, parfois, quand on se sent complètement perdu, disons, on vit un moment très difficile, puis on n'est pas capable de voir clair là-dedans, c'est là qu'avoir un professionnel de la relation d'aide, ça peut être très aidant quand même. Ouais. Hein. Une personne formée qui va venir finalement nous accompagner à voir qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce que je peux faire. Tu sais. Puis moi, j'aime quand même bien faire la parenthèse de dire qu'un professionnel en la relation d'aide, tu sais, moi, je me vois comme une accompagnante. Hein? Donc, c'est pas de Mhm. trouver les réponses pour la personne, c'est Ouais. d'accompagner la personne à atteindre ses propres objectifs, finalement. Mais ça, on n'a pas l'envie, on n'a pas les sous, peu importe, on n'est pas rendu là. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Donc, te parler de lecture, il y a plein d'outils qui existent aussi, hein, notamment la maison d'édition Midi 30, là, fait beaucoup d'outils en psychoéducation, en relation d'aide qui peuvent être accessibles tant pour les enfants que les adultes. Mais en fait, moi, tu sais, j'ai différents outils là, que je peux utiliser tant pour moi-même qu'avec les personnes que j'accompagne. Un que j'aime beaucoup, par exemple, c'est un jeu de cartes qui s'appelle Mixed Emotions Deck Card. Celui-là, il est en anglais, là, mais dans le fond, c'est des images qui représentent chacune de nos différentes expériences émotionnelles. Mais OK. justement, quand on a de la difficulté à identifier ce qu'on vit, parfois de le voir en image, ça va être très puissant. Tu Oh, sais. Je wow. suis pas capable de mettre un mot, mais quand je vois, par exemple, il y a une des images que moi j'aime beaucoup, que c'est un tigre pris dans une cage. Donc, le sentiment d'être trapped, d'être pris au Ouais. piège, c'est très puissant. Donc, parfois, je sais pas ce que je vis, mais je vois ça, puis je me dis, mon Dieu, mais c'est exactement ça. Tu sais, je me sens pris Ouais. dans une cage. Fait que c'est ça, cet Oh, outil-là, wow. c'est OK, très, je très connaissais pas aidant. ça pantoute, c'est cool. Ouais, ben ça, c'est un que j'aime beaucoup parce que justement, l'outil joint l'image au mot. Tu sais, il existe Ouais. aussi, par exemple, la roue des émotions. Là, ça aussi, Mhm. ça peut être que, bon, quand on tente d'identifier ce qu'on vit, on va juste regarder, puis dans les différentes catégories, justement, d'émotions, Mhm. comment je me sens, tu sais, puis avec quelle intensité. Euh,
Mais ouais, puis après ça, il y a tous les outils aussi pour les besoins, parce qu'on sait que finalement, derrière chaque émotion, il y a un besoin non comblé. Je l'avais pas encore nommé, j'en profite. Ben Mais oui. c'est ça, donc de venir identifier, bon, ben finalement, OK, je me sens fâchée, je me sens triste, de quoi j'ai besoin dans cette situation-là. Puis encore là, parfois, on sait pas par où commencer. Donc, d'avoir des outils qui viennent nous aider, de regarder une liste de différents besoins, c'est ça, bon, c'est ça et ça. Ça, y a-t-il une place qu'on peut aller trouver ça, que je pourrais mettre le lien ou quelque chose dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent y avoir accès? Oui, ben, tu sais, il y a toutes sortes de choses qui existent. Il faudrait que je te trouve un peu mes coups de cœur. Ouais. Je sais sur les réseaux sociaux, une page que moi je suis, que j'aime beaucoup, c'est la page Apprenti Girafe. Je sais pas c'est quoi leur formation, mais ils font vraiment des beaux outils, là, des fois en format capsule. Je sais qu'ils ont des listes de besoins aussi, qui sont très belles, là, finalement. Mhm. Là, c'est une bonne base. Comme je te dis, les éditions du 30, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil sur ce qu'ils offrent comme maison d'édition. Eux autres, ils ont aussi des cartons de besoins, des cartons de stratégie d'adaptation. Tu sais, j'en parlais tantôt. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup avec les Mhm. adolescents. Encore là, imagé. Tu sais, donc, OK, je vois la stratégie, manger des émotions, puis je me dis, ouais, tu sais, manger mes émotions, c'est vraiment moi. Ouais, Je fais ça souvent, tu sais. Mais peut-être que je l'avais pas identifié avant de voir le carton. absolument. Mais oui, je pourrais penser à différents outils, puis t'envoyer ça, puis tu Ben, je pense verrais. que ça serait utile pour les, tu sais, dans notre propre réflexion, tout ça, d'avoir quelque chose, OK, ben, je me sens comme ça, mais qu'est-ce que ça représente? J'ai aucune idée, moi, qu'est-ce que je manque? Fait que je pense que d'avoir, puis c'est sûr que c'est peut-être pas 100% vrai pour tout le monde tout le temps, mais au moins, ça donne une base pour quelqu'un qui sait vraiment pas ou qui a pas l'habitude ou que c'est nouveau, de peut-être réfléchir à, OK, ben, de quoi je pourrais avoir de besoin. Je trouve que ça amène un point vraiment, vraiment important, puis je pense que ça pourrait être super utile pour beaucoup de monde. Mhm, mhm. Ben oui, puis tu sais, quand même, c'est ça, tu sais, nous, dans notre livre, c'est un peu ça qu'on a essayé de faire aussi, de vulgariser, là, beaucoup, de donner un petit outil, là, pour, bon, je sais pas par où commencer, là, par rapport à mes émotions, c'est Mhm. quand même bref, là, donc, Ouais. tu sais, de voir les émotions de base, on a fait des petits tableaux, par exemple, là, sur, justement, l'émotion, besoin sous-jacent, les fonctions de l'émotion, donc, je pense que ça peut être quand même un outil, pertinent, puis on Mhm. sait pas par où commencer. Mais il en existe tout plein, là, tu sais, vraiment, là, donc c'est de voir qu'est-ce qui nous parle le plus, là. Ah, Mm. super. Mm. Vraiment, je pense que ça va avoir aidé beaucoup de monde. J'ai une dernière question pour toi. Évidemment, le podcast s'appelle What Moves You. Je te l'ai partagé un peu en début de l'épisode, mais pour ceux qui nous écoutent pour la première fois aujourd'hui, j'ai vraiment créé What Moves You pour pouvoir, oui, partager mon expérience puis de donner de l'information aux gens, mais aussi pour nous rappeler que parfois, les petites choses qui nous font plaisir, les petites choses qui nous mouvent dans notre quotidien, c'est autant important que les grosses choses, les grosses décisions qu'on peut faire dans notre vie. Dans une période pour moi qui a été plutôt mentalement, physiquement difficile, je suis vraiment tournée vers ces petites choses-là, puis de retourner à la question de base de c'est quoi qui me move aujourd'hui, c'est quoi qui me donne le goût de me réveiller le matin, qui me donne le goût d'avancer, puis de m'améliorer ou de continuer à travailler. Fait que je suis toujours curieuse de savoir. Ça peut être globalement, ça peut être quelque chose de petit, ça peut être tout simplement le What Moves You de ce matin. Mais si j'avais à te poser, Hélène, c'est quoi qui te move? C'est quoi ta réponse? Quelle belle question. Hmm. Ben, déjà dans la vie, moi, on dirait qu'assez tôt, un de mes souhaits, c'était de faire une différence positive Mhm. dans le monde. C'est un peu Oui. ma mission comme psychoéducatrice aussi. Je pense que tout ce que je peux faire, finalement, où j'ai l'impression que ça laisse une empreinte positive, ça peut aider des gens, que ce soit mes amis, lorsque je suis là pour eux qui traversent une période difficile, Ouais. ou ce que je fais sur les réseaux sociaux, de créer des outils, tu sais, puis éventuellement j'ai envie de créer des formations notamment, donc de vraiment juste faire une différence, créer un mouvement où justement on s'accueille davantage nous-mêmes et les autres, ça, c'est quelque chose qui me move Mhm. énormément. Euh, ouais, sinon de manière des fois plus concrète, je sais pas, tout ce qui me permet de m'exprimer Mhm. comme personne, de me sentir libre, c'est quelque chose vraiment qui me stimule à me lever le matin. Mhm. Euh, Ça peut être plein de choses, là, c'est ça. Je joue au frisbee dans une équipe, OK, puis juste d'aller faire mon match, puis de me laisser aller, là. Moi, je suis comme la Ouais. personne sur le banc qui encourage, puis qui crie, puis go, 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 on est capable, puis on dirait que c'est ça. Juste d'être là puis de sentir que c'est ça, je peux crier comme je veux, tu sais, c'est vraiment Ouais. défiant, là. Ça fait un grand bien. Ouais, Ouais. vraiment. Donc,
Je dirais ça, ouais. Puis Ah, aussi, c'est tu super touches beau. la nature, tu sais. Tout le Ouais, contact avec la nature, ça me stimule énormément, là. Juste d'aller ça, prendre ça une belle revient pour beaucoup de gens, marche. fait que t'es pas seule là-dedans. Fait que, Non, hein. écoute, Hélène, c'est des super belles réponses. Merci beaucoup de ton temps, d'avoir pris un petit moment de jaser avec moi ce matin. Je sais qu'on a sorti tout plein, tout plein d'outils concrets que les gens vont pouvoir ramener avec eux en espérant qu'ils se donnent un peu plus de temps de ressentir qu'est-ce qu'ils ont à sentir, puis de revenir un peu à soi-même à travers tout ça. Encore une fois, un autre merci. Je voulais ouvrir le plancher. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai pas abordées, que tu aurais aimé laisser avec les gens aujourd'hui avant de partir? Hmm. Ben, j'ai peut-être envie de terminer en disant, tu sais, lorsqu'on sait pas par où commencer, on sait pas quoi faire pour se sentir mieux, je pense que vraiment de se ramener à tout commence par notre propre volonté, hein. Hmm. Déjà, si on identifie que c'est difficile pour nous en ce moment, qu'on identifie un objectif, tu sais, que ce soit se sentir mieux, mieux prendre soin de soi, ben, moi, j'aime bien dire aux gens que juste d'avoir la volonté, d'avoir cette compréhension-là, c'est comme si on a 50% du chemin fait. Absolument. Puis après, il faut trouver les choses, puis il faut mettre en application, mais je pense que c'est quand même très encourageant de le nommer, puis de juste commencer à cet endroit-là. Tu sais. Donc, voici ce que je souhaite, puis peut-être d'identifier concrètement c'est quoi mon objectif, c'est un autre pas encore plus aidant. Hmm. Et après, on développe sa confiance, on développe sa motivation de toutes sortes de manières, ben, on est dans la bonne voie, là. Ça peut prendre du temps, mais voilà. L'important, c'est d'être dans la voie, je pense, Ouais, d'être dans le bon cheminement. je suis entièrement d'accord. Puis c'est une très belle façon de finir l'épisode. Fait que pour tous ceux qui écoutent à la maison, un gros merci et on se voit lundi prochain. Bye!